On va discriminer les gens, pas seulement dans leur accès à la culture ou leur accès au restaurant et aux différents lieux de loisirs, mais également à terme, ça veut dire une discrimination à l'embauche. Pourquoi? Pour parler de ce passeport vert qui est en train de créer la polémique, ce n'est que le début. Avec moi sur le plateau, Raphaël Daucan, vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris et de Jérusalem. Bienvenue. Bonjour. En ligne avec nous, Carbon de Cesse, qui est responsable de la commission des droits de l'homme au barreau de Paris et avocat à Paris, où la polémique enfle elle aussi sur ce passeport vert. Et puis, Michael Attal, notre spécialiste ici du Covid. Vous avez été à la tête de centres de test du Covid. Vous êtes aujourd'hui responsable de centre de vaccination et vous allez nous dire pourquoi vous êtes favorable à ce passeport vert. Raphaël, d'abord, je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui prévoit en substance ce passeport vert, de quoi on parle? Alors déjà, on a eu en premier lieu Benyamin Netanyahou dans une conférence de presse qui a annoncé ce passeport vert qui se présente comme étant une ouverture de droit pour des personnes qui se feront vacciner. Il est destiné en réalité à trois catégories de personnes. La première sont les personnes qui ont guéri du corona ou qui présentent des anticorps. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui présentent un test négatif dans les dernières 72 heures. Et la troisième catégorie serait les personnes qui se sont fait vacciner. Évidemment, cette mesure pose un certain nombre de difficultés puisque un passeport, jusqu'à nouvel ordre, c'était un document qui vous permet de franchir une frontière. Là, il pourrait être nécessaire d'avoir ce passeport pour franchir la porte d'un restaurant, un centre commercial ou se rendre, s'agissant d'Israël, se rendre à Eilat ou à la mer Morte. Mickey, on dit déjà que ça pourrait provoquer des discriminations à l'embauche, enfin tout un tas de choses qui ne seraient autorisées qu'à ces porteurs de passeports. Est-ce que médicalement parlant, ça se justifie? D'abord, avant de parler des aspects éthiques de la question. Oui, ça se justifie. D'ailleurs, pour commencer, en dehors du mot passeport, c'est surtout un laissez-passer, mais l'application qui apparemment va être mise en place, qui s'appellerait Ramsor, elle aurait en plus de ce qu'a dit mon collègue sur le plateau, une valeur informative. Et cette application-là permettrait, en fin de compte, de gérer, pour vous donner certains exemples, le nombre de personnes qui se situent dans un magasin. C'est-à-dire que le passeport vert permettrait de suivre les personnes qui se déplacent et qui ont eu cette autorisation, se laisser passer? Le passeport vert se situe par une application qui se trouve sur votre portable. Elle sera prévue certainement, d'après le projecteur, pour être même sur les portables cachers pour la population religieuse. Mais elle permettrait à chaque individu qui a été donc vacciné et qui a donc ces fameux anticorps de pouvoir aussi avoir suffisamment d'informations à la fois pour les endroits où ils se déplacent, donc ça serait les personnes qui se situent dans un magasin. Si un magasin donc respecte les règles sanitaires, il est prévu aussi mais qui pourrait être clair, on vérifierait que dans tel espace, restaurant, lieu culturel, magasin, uniquement les personnes qui ont cette puce verte soient présentes. C'est ça qu'on pourrait vérifier. Voilà. Il serait prévu même un code, les fameux codes QR que vous connaissez en général pour pouvoir même charger une application sur un téléphone, un espèce de code qui sera à l'entrée des magasins pour scanner les entrées, et ça permettrait médicalement d'améliorer les enquêtes épidémiologiques. On sait que c'est un peu le talon d'Achille dans cette crise du corona en Israël, et évidemment de créer certaines conditions d'entrée dans les centres commerciaux. Le seul problème, médicalement parlant, de la chose, c'est la teneur et la quantité d'anticorps que l'on peut trouver chez les personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été malades du corona, qui ont présenté une certaine dose d'anticorps, mais on sait qu'ils sont tombés une deuxième fois malades parce que leur dose d'anticorps après 4, 5, 6 mois a diminué. Donc, est-ce que cette application devra être à nouveau réactualisée? Est-ce que ce passeport, entre guillemets, serait simplement temporaire? C'est une chose à voir. La deuxième chose à voir, c'est est-ce que les personnes qui se déplacent à l'étranger et qui ont ce passeport vert, comment vérifier que ces personnes qui reviennent en Israël ne reviennent pas avec une variante ou une mutation du virus? Et qu'est-ce que ça donne comme validité à ce fameux passeport qu'ils ont reçu avant de partir? D'accord, donc on n'est plus dans un papier, on est dans une application sur le téléphone qui permettrait de suivre les gens. Carbon, j'imagine qu'en France, on n'en est même pas là. Quelle est votre position là-dessus? En termes de liberté individuelle, bonjour,
où est-ce que ça se situe en termes de menaces pour les libertés individuelles? À un degré élevé. Pour vous expliciter mon propos, si vous voulez, si les traditions, les législations israéliennes et françaises ne puissent pas leur source dans les mêmes traditions juridiques, il s'agit quand même de deux états de droit. Et dans les états de droit, il y a une protection de l'individu vis-à-vis de l'État, premier principe, et deuxième principe, la séparation des pouvoirs. La question que pose ce qu'on appelle fallacieusement un passeport sanitaire ici, et qui est en réalité, je rejoins tout à fait les propos du médecin, un laissez-passer, parce qu'un passeport, c'est pour aller à l'étranger. Les déplacements des citoyens français à l'étranger sont déjà conditionnés parfois à des obligations de vaccin, et ça n'a rien de liberticide. Ici, il y a une convention internationale dont il y a 200 signataires dans le monde, à laquelle la France participe, et ce n'est pas là qu'est le sujet. Le sujet, c'est ce qu'induit ce laissez-passer sanitaire qu'on veut imposer. D'abord, en termes de protection de la vie privée et de secret médical, qui sont deux premiers fondements des libertés publiques. C'est-à-dire qu'il y aura ceux qui sont vaccinés, et aujourd'hui, le débat est en train de dériver pour savoir si on va créer un fichier spécifique des gens qui ne sont pas vaccinés. Premier point. Et la deuxième chose, c'est que c'est une atteinte à l'égalité entre citoyens, c'est-à-dire qu'on va discriminer les gens, pas seulement dans leur accès à la culture ou leur accès au restaurant et aux différents lieux de loisirs, mais également à terme, ça veut dire une discrimination à l'embauche. Pourquoi ? Parce que dans la législation française, c'est le chef d'entreprise qui est responsable de tout ce qui peut advenir en termes de santé. Par conséquent, s'il y a un risque de contagion au sein de son établissement, ça veut dire qu'on va obliger les gens à obtenir ce laissez-passer, soit pour travailler, soit pour continuer à travailler, soit l'accès, soit le maintien à l'emploi. Et par conséquent, là, il y aura encore une discrimination entre ceux qui auront voulu se faire vacciner et ceux qui n'auront pas voulu ou pas pu. On retire la liberté vaccinale aux citoyens français si on lui dit qu'en réalité, il ne pourra pas jouir de l'intégralité de ses droits s'il ne se soumet pas à la vaccination. Pourquoi je me tourne vers les avocats, pourquoi on ne dit pas plutôt le vaccin est obligatoire? Finalement, ce serait plus simple et plus clair. Eh bien, c'est ça. Oui, je vous en prie. Carbon. Non, j'introduis on est sur un vaccin obligatoire. Je ne voulais pas lui prendre la parole, mais c'est la bonne question. Et puis, je prendrai la parole après notre confrère. Raphaël, ce qui s'est passé en Israël, c'est que déjà, il n'y a pas d'obligation vaccinale en Israël. À tel point que quand on a posé la question au ministre de la Santé, il a dit non, on n'a jamais pensé à rendre ce vaccin obligatoire. Et de toute façon, je pense qu'aucun pays démocratique au monde n'impose d'obligation vaccinale. Ce qui est faux, on sait, on a autour de cette table et on a été vaccinés, on se souvient de ces après-midi à l'école où on nous faisait vacciner, il y a des vaccinations obligatoires en France. Et donc, puisque ça leur a semblé techniquement et juridiquement difficile d'imposer cette vaccination qui est contraire, je dirais, à la culture juridique israélienne, ils ont trouvé un moyen qui est un moyen incitatif, mais qui en réalité le rend beaucoup plus obligatoire, puisque la sanction d'une obligation vaccinale, parfois déjà, une obligation vaccinale parfois n'est pas véritablement sanctionnée. En France, par exemple, la sanction, elle serait directe. On n'aurait pas le droit d'aller au restaurant, on n'aurait pas le droit d'aller à Eilat, on n'aurait pas le droit de c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne l'appelle pas obligation, mais on la sanctionne. Je ne suis pas sûr que le truc, en quelque sorte, qui a été initié, et l'idée de ce passeport vert, permettent véritablement de contourner les problèmes constitutionnels qui pourront se poser au moment où, ce qui ne manquera pas, à mon avis, d'arriver, en Israël, oui. Parce que là, il y a assez peu de doutes sur le fait que ça va être mis en place en Israël, a priori, le 17 janvier. Oui. Par contre, en France, ça a quand même relativement peu de chances de passer carbone 16. Alors, attendez. Avant de se réjouir en disant qu'il y a peu de chances que ça passe, ça fait deux... Non mais attendez, il y a eu deux coups de force. Un premier coup de force d'une députée UDI du Nord, Madame Six, qui l'a proposé à l'Assemblée nationale avec quelque chose de très intéressant, si vous voulez. C'est, outre l'absurdité constitutionnelle, parce que je rejoins tout à fait les propos de Raphaël Decamps, un petit élément de culpabilisation supplémentaire qui consistait à dire je me vaccine pour moi et je me vaccine pour les autres. Mais dans la mesure où on ne sait pas aujourd'hui, en l'état des connaissances scientifiques, si quelqu'un de vacciné n'est pas contagieux, ce qui est un point clé,
on ne se vaccine plus pour les autres, on ne se vaccine que pour soi. Ça a été mis à l'agenda du Premier ministre qui voulait pérenniser les pouvoirs. Le projet de loi a été reporté sine die à l'Assemblée nationale et sincèrement, au rythme des vaccinations, de toute façon, ça serait compliqué de l'imposer aujourd'hui en France. Mais, parce qu'on va un peu moins vite qu'Israël. Peut-être parce qu'on n'a pas le même maillage hospitalier aussi. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une tentative de l'exécutif de passer en force par voie de décret pour imposer ce laissez-passer. Donc, pour que la réponse soit complète, il faut tenir compte des deux aspects des sources de droit français. Cela dit, on ne serait pas sur la question du traçage en France. Personne n'a parlé de ça, du traçage téléphonique. Attendez, il y a là aussi un sujet. Si on en parle pour instituer des QR codes avant de pouvoir se rendre au restaurant. Or, vous êtes tracé dès lors que vous flashez votre QR code. D'accord. Alors, Mickey, vous êtes favorable à ce passeport vert, passeport vaccinal. Vous pouvez nous expliquer? Ce qui est dit en Israël, pour bien vous montrer que déjà, même qu'en Israël, c'est pas quelque chose qui est très favorable pour tous. Beaucoup de gens et nous disent bien que le gros problème, ce n'est pas mettre en place dans la Startup Nation de mettre en place une telle application, mais c'est véritablement des problèmes juridiques qui se posent avant que cette application puisse avoir lieu. Et puis des problèmes pratiques, parce que vous avez par exemple pendant des confinements, vous avez des pharmacies qui se trouvent dans des grands centres commerciaux. Alors une personne va arriver et n'a pas son passeport vert, ne va pas pouvoir rentrer dans le centre commercial, mais elle est autorisée à pouvoir entrer dans une pharmacie. Donc, comment cela, pour vous donner un exemple, comment cela va pouvoir se mettre en place? C'est beaucoup d'exemples comme cela qui doivent être étudiés avant que cette application puisse Mais là, c'est ce qu'on disait, elle est quasiment mise en place, en vérité, cette application. Autant en France, on sent la polémique naître et grossir, autant en Israël, on ne la sent pas tellement. Mais on ne va pas pouvoir tellement dissocier les deux pays, parce que si on permet aux gens d'avoir ce passeport vert et d'aller à l'étranger, les discussions qui sont actuellement entre le ministère de la Santé israélien se fait aussi avec le ministère français de la Santé et d'autres pays européens pour que justement qu'il y ait une uniformité au niveau de ce passeport dans les différents pays. On va bien rappeler, c'est une épidémie. Ça veut dire que c'est pas fait. Selon vos infos, comment c'est le pas fait passeport encore qui est permis en Israël va pouvoir être utilisé aussi légalement dans les pays de l'espace européen. On ne peut pas envisager un laissez-passer interne à Israël? Interne, ça sera surtout pour les activités à l'intérieur d'Israël, donc les entrées dans les magasins, les entrées dans les restaurants, les entrées dans les lieux de culture. Mais si cette même application peut être utilisée à l'étranger, c'est à condition que dans les autres pays étrangers, cette même application soit reconnue. C'est évidemment un imbroglio total au niveau juridique, ça c'est clair, il faut le reconnaître. Raphaël, vous pensez qu'il y a une chance ici, enfin une fois j'utilise le mot chance avec des guillemets, possibilité, merci, pour que ce passeport ne soit pas mis en place, ou c'est quasiment plié en Israël, évidemment? Alors écoutez, on en parle jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai que peut-être le rythme de vaccination qui est absolument incroyable fait que dans quelques semaines, peut-être que la problématique, et on l'espère, sera autre. Et finalement, peut-être que les gens semblent aussi aller se faire vacciner, plus qu'on ne le disait dans les sondages. Mickey, peut-être vous pouvez nous confirmer, mais on disait que je crois presque 50% des gens ne voulaient pas y aller. A priori, ce serait beaucoup moins. La tendance a beaucoup changé vu la ruée sur les vaccins en ce moment. Très difficile, mais enfin, de savoir exactement les intentions des gens. C'était 50%, c'est passé à 2/3 des gens qui voulaient se faire vacciner contre une opposition d'un tiers. Apparemment, là, on a dépassé, on frôle déjà le million de personnes en 10, bientôt 15 jours. Je pense que l'effet de masse va faire qu'il y aura beaucoup moins d'opposition à cette vaccination. Donc, Raphaël, vous dites qu'en fait, du coup, les gens vaccinés seront moins hostiles à l'idée de porter une puce verte, c'est ça? Je dis que peut-être le fait qu'il y ait beaucoup de vaccinations, peut-être qu'on arrivera à cette immunité de groupe tant rêvée et espérée, peut-être que ce sera moins utile. Mais en réalité, même si la loi est votée, et si elle arrive, ça pourra poser un certain nombre de problèmes de constitutionnalité. En 2013, la Cour suprême a considéré que l'atteinte aux allocations familiales pour les parents qui refusaient de faire vacciner leur enfant était proportionnée et donc constitutionnelle. Et si le vaccin, et à ce jour, on ne peut pas le savoir, si le vaccin ne permet pas
à coup sûr d'empêcher la contagion? Est-ce que finalement, en donnant un passeport vert à une personne qui est vaccinée, est-ce qu'on atteint l'objectif qui est poursuivi de protection de la santé publique? Il a été quand même prouvé que le vaccin diminue énormément la contagion aux autres personnes, puisqu'une dernière enquête qui a été faite par Moderna, donc le deuxième vaccin en liste, a permis de conclure quand même que les personnes qui avaient infecté les autres étaient de l'ordre de 14% par rapport à 38% au groupe de personnes. Ce n'est pas du 0%, je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas de 0% même dans le vaccin lui-même, mais malgré tout, la possibilité d'infecter une autre personne une fois que vous êtes vacciné est quand même bien diminuée par rapport à la personne qui ne l'est pas. Ok, Oui, alors... ça n'enlève pas. Carbone 16. Oui, je vous entends, docteur. Et moi, je l'espère, ce que vous dites. Mais en l'état des informations dont nous disposons en France, c'est le dernier avis de l'OMS qui ne présente pas les mêmes statistiques que vous. Mais comme c'est vous le médecin, non, il n'est pas médecin. Imaginons que ce soit le cas, et espérons-le. Ça n'enlève pas qu'il y a un sujet de liberté individuelle qui est posé. Et pour rejoindre la grille d'analyse que nous propose Raphaël Decamp, qui est inspirée de la jurisprudence du Conseil d'État, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sera la même. Et en l'état, dire qu'on va créer deux catégories de citoyens, dont une catégorie de sous-citoyens, c'est-à-dire ceux qui, pour accéder aux droits fondamentaux, doivent se soumettre à une politique vaccinale, c'est contraire à la tradition juridique israélienne comme française. Vous savez, l'immense danger de la banalisation de ce sujet, c'est que d'abord, il se pose dans des conditions de stress aigu des populations. C'est-à-dire que le consentement aux restrictions n'est ni libre ni éclairé. Il y a un terme affreux qui a été employé ici au sommet de l'État, c'est celui de consentement à l'absence d'interaction sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en langage technocratique, ne plus voir autrui, ne plus communiquer avec autrui. Et la deuxième chose, c'est de vous dire qu'il y a quand même un sujet énorme, c'est-à-dire celui de la dérive vers la note sociale à la chinoise. C'est-à-dire que votre liberté d'aller et de venir soit conditionnée à votre obéissance à une politique gouvernementale. Or, je ne sais pas ce qu'il en est en Israël, mais ici, les politiques gouvernementales ont été marquées par un arbitraire technocratique. C'est-à-dire que la technostructure a commencé, par exemple, par nous dire qu'il n'était pas nécessaire d'avoir des masques parce que nous n'avions pas de masques, pas parce que ce n'était pas nécessaire. Aujourd'hui, on sait que, heureusement, l'Union européenne a négocié les doses, mais on ne sait pas si on a le nombre de seringues suffisant pour vacciner tout le monde. Or, au départ, cette idée de laisser-passer sanitaire a été posée non pas en termes sanitaires, il faut le rappeler, mais en termes économiques, pour relancer l'économie. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir réouvrir les restaurants, pardonnez-moi, si on pouvait finalement laisser un certain nombre de personnes s'y rendre. Alors, ça se heurte au bon sens, c'est-à-dire qu'au rythme de notre vaccination, si on veut tuer les restaurateurs, on les laisse réouvrir et puis personne n'ira, puisqu'on vaccine très lentement et on commence par vacciner les personnes âgées, les résidents des EHPAD, c'est-à-dire des asiles pour vieilles dames et vieux messieurs pas ceux qui vont au restaurant, exactement. Or, ce ne sont pas l'essentiel de la clientèle des restaurants à Paris ni ailleurs dans le monde. Okay. Donc, quelles que soient les statistiques, le sujet des libertés fondamentales restera posé. Stand-by en France, a priori. En Israël, ça devrait aller beaucoup plus vite. D'ici une dizaine de jours, on devrait y être. On pourra en reparler. Merci beaucoup à tous les trois pour cette émission. À bientôt. Bye bye.